Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur adjoint de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Joseph Maïla, qui a eu une riche carrière académique et diplomatique. Dans le domaine universitaire, il a notamment été professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, recteur de l'Institut catholique de Paris et professeur à l'ESSEC. Dans le domaine diplomatique, il a dirigé le pôle religion du ministère des Affaires étrangères. Il a également été directeur de la prospective de ce même ministère. Joseph Maïla est aussi membre du conseil stratégique de l'IFRI. Il fera paraître dans le numéro d'été de la revue Politique étrangère un article intitulé « Liban 2025, à la croisée des guerres ». Bonjour Joseph Maïla, merci d'avoir accepté de venir à ce micro. Bonjour Marc Ecker, merci de me recevoir. Avec plaisir. Pour commencer, pourriez-vous s'il vous plaît rappeler à nos auditeurs dans quel état se trouvait le Liban avant le 7 octobre 2023 ? Oui, question complexe, un peu longue que je vais essayer de résumer. Alors peut-être pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent pourquoi le 7 octobre. Bien entendu, le 7 octobre, c'est le début de l'attaque du Hamas qui sort de Gaza et qui attaque en territoire israélien. Mais le 7 octobre est important parce que le 8 octobre, le Liban entre en guerre et cette guerre est déclarée par un acteur, j'allais dire, unilatéral. Alors, il est unilatéral parce qu'il est seul sur la scène à pouvoir le faire. Et puis, il déclare au nom du gouvernement libanais l'ouverture d'un front de soutien à Gaza à partir du territoire libanais. Et c'est là où s'enclenche cette nouvelle guerre du Hezbollah et d'Israël. Mais avant le 7 octobre, vous savez, Marc, le Liban est en crise depuis un certain temps. Les accords de Taïf en 1990 avaient été supposés contenir la crise et même lui apporter des solutions. Et en réalité, on est allé de conflit en conflit. Simplement, je rappelle le conflit de 2006, pour ne pas remonter très loin, qui était la deuxième guerre, comme l'appellent les Israéliens, la deuxième guerre israélo-libanaise après 1982, et qui s'était conclue par la résolution 1701 du 12 août 2006. Et il faut garder ça en tête parce qu'on va voir que c'est aujourd'hui, donc 13 ans après, qu'on demande son application effective, puisque nous sommes revenus vers cette résolution onusienne qui n'a jamais été appliquée. Donc, entre-temps, le Liban a connu une guerre qui était la guerre de 2006 avec Israël et une succession de crises internes dans laquelle je n'entrerai pas parce que véritablement ça nous mènerait très loin. Mais peut-être quelques points de focalisation sur des événements importants. D'abord, des blocages présidentiels. Entre 2006 et 2008, il n'y a pas de président de la République. Les gouvernements se font et se défont. Donc, après l'arrivée au pouvoir de Michel Aoun en 2016, le Liban va être confronté à une série de crises, des crises politiques dans lesquelles que je vais détailler, mais la crise du Covid va être terrible en 2020 aussi, il faut le mentionner, dans un pays qui était assez doté du point de vue de la structure sanitaire, hospitalière, mais qui, à cause de la guerre, du manque de liquidité, de deux crises que nous allons détailler aussi, et qui vont véritablement handicaper cette population libanaise qui va être touchée de plein fouet, comme d'autres populations, bien entendu, par la pandémie. Et ce qui est important, c'est que nous avons une première crise qui est extrêmement importante en 2019. C'est une crise sociale, une poussée de violence contestataire au Liban qui remet en cause l'incapacité du gouvernement à apporter des solutions à des crises sociales, à une pénurie d'aliments, à un moment donné, à une cherté de vie qui devient absolument infernale. C'est déclenché d'ailleurs aussi par la hausse des tarifications du WhatsApp. Vous voyez, c'est parfois un petit élément sans être en lui-même significatif et peut illustrer une situation un peu de blocage qui va conduire véritablement à une crise d'ensemble, une remise en cause de la classe politique, qui pour la première fois est traitée d'indigente, conspuée dans la rue. Donc une crise de confiance extrêmement importante. Les Libanais appellent ça d'ailleurs la révolution de 2019. Et puis arrive le 4 août 2020.
qui est absolument dramatique. La troisième conflagration ou explosion de type non nucléaire, mais qui équivaut à une destruction massive dans la structure de l'habitat beyroutain, à un nombre de morts. Ce sont des silos où étaient entassés du potassium, du nitrate de potassium, qui vont véritablement provoquer une déflagration énorme dans le pays et une remise en cause des pouvoirs qui avaient stocké ces armements potentiels, ou je veux dire cet explosif potentiel, qui, à l'occasion d'un incendie, a déclenché cette explosion terrible. Et on va apprendre que ce potassium était installé dans les silos de blé, en principe, du port de Beyrouth, et que la manière non assurée, non sécurisée de ce dépôt allait conduire à cette catastrophe. Et donc, du coup, le Liban avait connu une déflagration majeure et un enfoncement encore plus grave dans une crise politico-économico-financière et sécuritaire qui s'était traduite aussi par la mise en faillite potentielle des banques, puisque c'était arrêté les comptes des Libanais ont été bloqués. Il y a eu un défaut majeur sur les eurobonds libanais, et donc une crise absolument terrible qui se fait sentir jusqu'à maintenant, puisqu'il n'y a aucune solution à cette question. Pendant cette période-là, qui était au pouvoir ? Il y avait effectivement le général Michel Aoun qui était président de la République, mais le général Michel Aoun avait signé depuis 2006 un accord de gouvernement avec le Hezbollah. Donc cette alliance au pouvoir de ce qu'on appelle le courant patriotique libre qui reposait et qui continue de reposer sur le prestige du général Aoun, acquis au moment où il combattait la Syrie, dans les années qui ont succédé à Taïf, après 90, avec cette alliance militaire, cette alliance politique avec le Hezbollah, et qui avait été ce tandem qui a conduit le Liban, sans pouvoir apporter de réponse aux crises, pendant tout ce temps-là, disons de 2016 à 2024. Dans l'équation libanaise pré-7 octobre 2023, il faut sans doute aussi mentionner la question des réfugiés, puisqu'il y a des réfugiés qui étaient arrivés en masse de Syrie et qui s'ajoutaient aux réfugiés palestiniens qui étaient présents au Liban depuis des décennies. Oui, les réfugiés palestiniens étaient présents depuis 1948, avec un apport en 1967, et précisément ce sont les camps palestiniens qui entourent les villes importantes de Beyrouth. À quoi s'était ajouté depuis 2011-2012, au moment des printemps arabes, et surtout à partir de 2013, avec la répression par le gouvernement de Bachar al-Assad, 1 million à 1,2 million de réfugiés syriens, dans un pays, peut-être faut-il le rappeler, qui ne fait pas plus de 5 millions d'habitants. Donc on est arrivé à des chiffres aujourd'hui qui sont incontrôlés, beaucoup vont au-delà de ce million. Mais il n'y a pas de contrôle à la frontière et on assiste à un début, avec l'arrivée au pouvoir de Ahmed el-Shara, un début de coopération entre le gouvernement libanais et le gouvernement syrien, mais jusque-là, rien n'est fait sur le plan de l'effectivité de ce retour des réfugiés syriens au Liban vers la Syrie. Oui, et par ailleurs, pour les camps palestiniens, il faut signaler qu'on enregistre quelques jours après une visite de Mahmoud Abbas au Liban, où il a été question du désarmement des Palestiniens qui se trouvent dans ces camps. Mais enfin, on y reviendra sans doute vers la fin de cet enregistrement et de cet épisode. On peut peut-être mentionner aussi la stratégie de l'unité des fronts qui a vraisemblablement été mise en place par le général iranien Qassem Soleimani et qui a évidemment joué un rôle important dans cette guerre entre Israël et le Hezbollah. Alors là, on entre directement dans le vif du sujet puisque nous arrivons aux événements du 8 octobre. Je rappelle, le 8 octobre, c'est le moment ou la date, le jour où le Liban, à travers une déclaration de Hassan Nasrallah, secrétaire général du parti du Hezbollah, déclare une guerre de soutien à Gaza à partir du territoire libanais.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie, effectivement, que je mentionne dans mon article, sans trop m'étendre là-dessus? Merci, Marc Hecker, de me donner l'occasion d'en parler aujourd'hui. Écoutez, c'est une stratégie qui a été patiemment mise en œuvre par le général Qassem Soleimani, grand général responsable d'une division au sein des Pasdaran, qui est la division Al-Quds, et qui était sans doute un génie à sa manière de la stratégie militaire, qui met en place à partir de 2017, parce que 2017 est une date importante dans la stratégie palestinienne propre au Hamas, où on voit Ismaël Haniyeh, mais surtout quelqu'un qui se fera connaître, qui est M. Sinwar, qui va être véritablement le leader et le stratège militaire. Donc, une stratégie iranienne mise en place par ce général qui sera tué en janvier 2020 par une frappe américaine alors qu'il se rendait de Téhéran à Bagdad, et au sortir de l'aéroport de Bagdad, c'est là où il va être la cible d'une attaque par drone qui va le tuer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? C'est au fond une manière d'encercler l'État d'Israël de manière assez méthodique. Alors, l'idée, c'était de se dire, au fond, autour d'Israël, il y a des points de focalisation qui sont des points de tension majeurs. Bien entendu, Gaza, où depuis 2007, faut-il le rappeler, le Hamas a la haute main sur la bande de Gaza, 360 km². Il a chassé le Fatah et il règne en maître, loin de la tutelle de Mahmoud Abbas, qui lui est en Cisjordanie à Ramallah. Deuxièmement, la Cisjordanie, qui est en pleine ébullition, parce qu'elle fait l'objet d'une colonisation rampante, mais sûre et avérée, de la part de colons israéliens, avec la bénédiction des gouvernements en place, mais surtout du gouvernement Netanyahou, et qui sera renforcé avec l'arrivée au pouvoir des deux ministres de la coalition, Smotrich et Ben-Gvir. Un troisième point qui est le Liban Sud, d'où en 2006 la guerre s'est arrêtée, mais c'est une trêve réelle, mais précaire, parce que tout semblait être là pour que ça reparte à n'importe quel moment. Et un quatrième point qui est le Golan. Alors, si on voit sur une carte, si on pouvait visualiser ça sur une carte, on verrait qu'au fond, l'État d'Israël est entouré par 4 fronts, potentiellement actifs, potentiellement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas effectivement, mais qui pouvaient le devenir à n'importe quel moment. Le second cercle concentrique autour de cette unité, de ces fronts, que Qassem Soleimani allait penser l'unité, ou devait penser l'unité, dans une perspective de stratégie offensive. Il y a la Syrie, qui est un point focal important, la profondeur syrienne, qui est véritablement... Il faut se souvenir que Bagdad n'est pas loin et qu'il y avait un axe entre Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Et donc l'acheminement d'armes vers le Liban, c'est-à-dire vers la frontière sud du Liban, était ouverte par cette espèce d'influence que la diplomatie iranienne avait réussi à configurer durant des années, et avec des capitales qui étaient véritablement... alors je vais dire aux ordres iraniens, mais disons sous influence iranienne, de manière très modulée. Beaucoup en Irak, un peu moins du côté d'Assad, mais certainement c'était un pilier important pour le gouvernement Assad. Et puis le Liban, où le Hezbollah régnait en maître dans le sud libanais et où les armes pouvaient être acheminées. Et un troisième cercle, et qui est le cercle iranien, enfin qui est le pôle iranien, qui est un troisième cercle, mais qui en même temps est le centre du cercle, si on peut dire, bien qu'il soit excentrique par rapport aux autres, et le Yémen des Houthis. Et donc cette stratégie iranienne, qui a été mise en échec précisément par la stratégie israélienne de riposte, qui est en train de se développer, qui continue à se développer, cette stratégie iranienne, Qassem Soleimani l'a pensée en unité des fronts. Tous ces fronts-là, qui étaient en quelque sorte autonomes et fixes sur un point, d'un point de vue de cartographie ou de géographie politique,
on pouvait en faire l'unité, c'est ce qui a été pensé par Qassem Soleimani, de telle sorte que cette unité de front se transforme en un véritable front militaire, de coordination militaire et d'attaque coordonnée entre les fronts. Et aujourd'hui, effectivement, on voit Israël se battre sur tous les fronts. Oui, du point de vue israélien, ils appellent ça la guerre sur 7 fronts. Voilà, exactement. C'est une guerre, effectivement, sur 7 fronts. Alors, comment les différents acteurs de la vie politique libanaise ont-ils réagi à l'attaque du 7 octobre 2023 ? Vous nous avez un peu parlé du Hezbollah en disant qu'il y avait eu une entrée en guerre dès le 8 octobre. Mais dans le fond, est-ce que c'était vraiment une véritable entrée en guerre du Hezbollah ? On a l'impression que quand même, il y a eu beaucoup de retenue au départ de la part de cette milice chiite libanaise. Alors, effectivement, Marc Hecker, vous entrez dans les détails de cette guerre qui part du 7 octobre, qui va connaître avec le 16 et du 7 octobre 2023, qui va connaître un moment de tension extrême les 16 et 17 septembre avec cette attaque aux pagers, ces espèces de talkie-walkie qui vont exploser, qui vont atteindre 2 à 3 000 hauts cadres du Hezbollah, avant l'emballement, il n'y a pas d'autre nom, du 23-24 septembre, qui est véritablement une guerre offensive d'Israël qui va amener au cessez-le-feu du 27 novembre. Donc effectivement, c'est une guerre dont on ne peut pas dire qu'elle est d'une extrême intensité au départ du 8 octobre. Le Hezbollah la pense comme un soutien, c'est-à-dire qu'il ne va pas très loin. Le secrétaire général du Hezbollah, même dans un de ses discours, dit écoutez, le champ de tir est circonscrit. C'est 5 kilomètres de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise. Donc je n'irai pas plus loin que ça, mais je voudrais rappeler que nous allons arriver en quelque sorte pour soulager la pression sur Gaza. Et comment nous la soulageons ? Nous, d'après le Hezbollah, d'après Nasrallah, le chef du Hezbollah, deux manières. Il y a de l'autre côté de la frontière à peu près 60 à 70 000 habitants d'Israël, que le Hezbollah va considérer comme des colons, qui sont établis effectivement depuis 1948 en territoire israélien, mais effectivement, la perspective du Hezbollah, c'est que l'entité sioniste est une entité colonisatrice. Donc on ne fait pas de distinction entre des colonies récemment établies comme en Cisjordanie et des villes israéliennes configurées dans l'accord d'armistice de 1949 et qui font partie de l'État d'Israël. Donc, on fait une pression sur le gouvernement israélien qui est obligé à un moment donné effectivement de demander aux habitants de la Galilée israélienne de se retirer. Il va les déplacer, les loger ailleurs dans un premier temps. Et jusqu'à maintenant, parce que finalement les habitants de la Galilée israélienne ne sont pas revenus vers leur lieu d'habitation. Et donc, c'est une première manière de faire pression. Et deuxièmement, disait le Hezbollah, dans notre guerre de soutien, nous allons obliger les Israéliens à fixer des troupes dans le sud Liban alors qu'ils en ont besoin à Gaza. Donc, voilà un peu notre contribution. Et puis, d'escarmouche en escarmouche, d'escalade en escalade, de petits coups en coups moyens en grands coups, effectivement, on est arrivé à cette solution au mois de septembre où véritablement tout cela a échappé au Hezbollah et la guerre contenue et faite de retenues, si j'ose dire, militaires et stratégiques, va véritablement échapper au Hezbollah parce que la décision est prise en Israël de porter véritablement alors un coup terrible, une estocade en quelque sorte. Ce qui est surprenant a posteriori, c'est que depuis 2006, on entendait les responsables israéliens répéter régulièrement « le Hezbollah s'arme, ils ont de plus en plus de missiles, des missiles à courte portée, à moyenne portée, à longue portée, ils peuvent toucher Tel Aviv ». Et dans le fond, on a l'impression que du côté israélien, il y a eu relativement peu de pertes liées au Hezbollah par rapport à ce qui était envisagé. Et de l'autre côté, on entendait donc les Israéliens dire le Hezbollah c'est une vraie force alors que le Hamas ne l'est pas. Et en réalité, a posteriori, on a l'impression que les Israéliens ont eu moins de mal à vaincre le Hezbollah que le Hamas. Il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Alors, la grande surprise stratégique ou tactique, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ça a été l'opération des Pagers, effectivement, qui a complètement désorienté le Hezbollah et qui a
permis ensuite l'élimination d'Hassan Nasrallah. Mais comment vous voyez, dans le fond, cette défaite militaire du Hezbollah? Est-ce que le Hezbollah s'est surévalué, a sous-évalué Israël? Comment vous le comprenez? Oui. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, qui a pointé véritablement une espèce de paradoxe, hein. On a laissé le Hezbollah s'armer de manière continue à travers des approvisionnements en provenance d'Iran, passage par l'Irak, la Syrie, la Beka libanaise et le sud libanais. Alors là, il y a quelque chose qui ne peut s'expliquer que par la stratégie israélienne gouvernementale, enfin la politique israélienne gouvernementale, qui s'est focalisée dans un premier temps sur l'accroissement des implantations en Cisjordanie. Et tout se passe comme si, effectivement, on minimise le danger libanais, en quelque sorte, où le stock d'armement est quelque chose d'incommensurable, enfin d'incroyable. On parlait tout à l'heure, je me suis trompé en parlant de nitrate de potassium, c'était du nitrate d'ammonium. On achemine ce matériau extrêmement explosif qui va servir à fabriquer des bombes que le régime Assad utilisera pour des attaques à l'arme chimique contre sa population. Et on laisse en même temps le Hezbollah s'accroître en pensant que l'urgence n'était pas là. De la même manière, la stratégie, pour tenter une première explication, de M. Netanyahou avait été, à partir de 2008-2009, de permettre au Qatar d'acheminer de l'aide alimentaire, de payer les fonctionnaires du Hezbollah à coût de 20 à 30 du Hamas, pardon, à coût de 20 à 30 millions par mois de dollars. Et donc, en achetant une espèce de paix sécuritaire sur les deux fronts de Gaza et du Liban Sud, et en espérant pouvoir se concentrer sur un accroissement de la population israélienne dans des zones, dans les territoires de la Cisjordanie. Donc, pour répondre au deuxième questionnement que vous aviez émis, Marc, il y a quelques instants, c'est au fond, à ce moment-là, la balle est dans le camp du Hezbollah à ce moment-là. Le Hezbollah, en espèce de position de retenue depuis 2006 jusqu'en 2023, c'est long quand même, et qui avait monté tranquillement, structuré le Liban Sud, mis la main sur le gouvernement libanais, sur l'administration libanaise. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'hubris, hein, d'une espèce de démesure? Alors, pas démesure dans la force, mais d'une démesure dans la représentation de la force. C'est-à-dire, voyant que tout cela se faisait sans véritablement, sans qu'il y ait eu une alerte, sans qu'il y ait eu d'attaque pour essayer de le confiner ou de réduire son extension de puissance, a cru effectivement qu'il était en position dominante. Et c'est là où le bas blesse. Et je pense que il reviendra à toute une partie de l'historiographie arabe, de se pencher sur ce cas d'espèce dans lequel un mouvement de résistance à Israël, résistance islamiste, c'est comme cela que se présente le Hezbollah, a considéré qu'au fond, que l'ennemi qu'il avait en face de lui n'en était pas vraiment un. C'était un ennemi au fond sur le plan politique, mais est-ce que ça constituait un véritable danger pour lui? La sous-évaluation de la puissance israélienne a été véritablement l'élément déclencheur, explicatif de ce qu'on peut appeler, de ce qu'on ne peut qu'appeler la défaite du Hezbollah. Pourquoi? Je me suis amusé dans d'autres études que j'ai faites là-dessus. Par exemple, c'était Camus qui disait que mal nommer les choses, c'était ajouter au malheur du monde. On ne nommait pas, dans la terminologie du Hezbollah, à aucun moment il y a l'État d'Israël. Il y a l'entité sioniste. Une entité, c'est une espèce de concept assez vague, hein. Donc à aucun moment, quand vous dites État, vous pensez immédiatement dans la représentation intellectuelle
à une organisation qui structure un espace, qui le domine, qui a une armée, qui a des services administratifs. Et là, on avait l'impression qu'au fond, c'était une espèce d'ectoplasme qui était venu se greffer sur un morceau de territoire et qui subsistait par l'effet d'une force dominante qui, jusque-là, s'était imposée. On ne parlait pas d'une population israélienne, mais on parlait de colons venus d'Europe centrale. On oubliait qu'entre 1948 et 2024, il s'était constitué, qu'on le veuille ou non, on peut en discuter, hein, une espèce de sentiment d'appartenance à un État. Je me souviens aussi, dans certains des discours de Nasrallah, en disant « mais au premier coup, cette entité va complètement disparaître ». Et on parlait tout à l'heure, avant que nous commence l'émission, de cette espèce de toile d'araignée que serait Israël, et donc qui serait aussi fragile, Israël serait aussi fragile qu'une toile d'araignée. Et donc que très facilement, ce serait balayé. Et que les soldats, chacun irait... les soldats défenseurs de l'État d'Israël seraient à un moment donné obligés de partir, de rejoindre leur patrie d'origine, comme si 77 ans ne s'étaient pas passés depuis la Constitution de 14 mai 1948 de l'État d'Israël. Donc, à force de dévaluer cet ennemi et de dire il n'y a pas d'État, il n'y a pas de population, il n'y a pas de soldats, le Hezbollah a fini par tomber dans une espèce d'illusion stratégique et de considérer que l'ennemi qu'il avait en face de lui n'en était pas vraiment un de solide et que le coup de boutoir qu'il allait donner serait suffisant pour que l'édifice entier s'écroule. Ça, c'est une illusion propre à des représentations idéologiques qui ne visent pas à comprendre le réel et la manière dont il est structuré. Et en fait, c'est donc l'édifice du Hezbollah qui s'est effondré. L'organisation a été défaite militairement, mais elle n'a pas disparu totalement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la scène politique libanaise s'est reconfigurée à l'issue de cette guerre? Il y a maintenant un nouveau président que vous avez cité tout à l'heure, Joseph Aoun, qui est l'ancien commandant des forces armées libanaises. Il y a également, depuis le début de l'année 2025, un nouveau Premier ministre, Nawaf Salam, qui était président de la Cour internationale de justice. Bref, comment cette scène politique se reforme après cette guerre? Est-ce que le Hezbollah joue encore un rôle? Si oui, lequel? Pouvez-vous nous expliquer tout cela? Alors, ça me donne l'occasion de revenir effectivement sur la notion de défaite du Hezbollah, comme on pourrait revenir sur la notion de défaite du Hamas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une défaite sous la forme d'une capitulation? Mais ce schéma est propre aux guerres classiques et n'a rien à voir dans le type de configuration que nous étudions. Il n'y a pas de capitulation à proprement parler. Alors pardon, je vous interromps, Joseph Maïla, parce que ça c'est très intéressant, parce que dans les discours du Hezbollah encore aujourd'hui, ils parlent de grandes victoires. Donc, comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Est-ce qu'ils y croient vraiment eux-mêmes? Écoutez, je pense qu'ils y croient. Les idéologues les plus nuancés parmi eux reviennent aux stratégies israéliennes. Par exemple, pourquoi c'est une victoire? Parce qu'Israël, à partir de cet enfoncement du front libanais, à partir de septembre, de l'attaque des Pagers, et puis l'attaque terrestre à partir du sud-Liban, l'occupation de toute la bande frontalière, de tous les villages frontaliers du côté libanais sont occupés pour la plupart, à 90% pour certains, détruits. Bon, l'Israël présente ça en disant oui, mais nous avons là résisté, c'est une espèce de Verdun pour nous. On a empêché les Israéliens d'aller jusqu'à Beyrouth ou de s'enfoncer plus autres en territoire du sud libanais jusqu'à la fameuse frontière du Litanie. Est-ce que Israël entendait aller jusque-là? Point d'interrogation. À aucun moment, aucun commandant, aucun communiqué, aucune stratégie qui aurait été révélée par les commandants, par le commandement militaire d'Israël, n'a parlé de porter le conflit jusqu'au Litanie ou d'aller jusqu'à Beyrouth. Mais le fait qu'ils ne sont pas parvenus à aller jusqu'à Beyrouth est une affaire et est à mettre au compte d'une certaine victoire. Donc, la résistance, pour un mouvement de résistance, ce n'est pas tellement la défaite de l'ennemi, mais l'empêcher d'avoir une domination totale. Tant que cette domination n'est pas avérée, c'est une victoire.
Voilà. C'est un petit peu, il faut se mettre dans la configuration de la recomposition au terme, dans les esprits de la représentation de l'ennemi. Mais est-ce que ce discours porte au-delà de la communauté chiite ? Non. Au Liban, là, pour répondre directement là à votre question, à aucun moment la majorité des sunnites libanais, la majorité des druzes libanais, la majorité de la communauté chrétienne. Alors quand je dis majorité, c'est difficile effectivement de comptabiliser, de quantifier, mais les leaders politiques ont tous, c'était une espèce d'unanimité, mise en question l'opportunité de cette guerre, le fait de son coût. C'est un coût énorme. On évalue cette fois entre 8 et 12 milliards les destructions. C'est énorme que le Liban devrait supporter après ce que nous avons dit de la situation financière du Liban. Pays en faillite et en même temps, il y a une ardoise énorme, conséquence de cette guerre. Donc, même les alliés les plus proches, je pense au mouvement aouniste et au courant patriotique libre, donc de Michel Aoun, représenté par son gendre, M. Bassil, on dit, écoutez, très, très modestement, très humblement, si vous permettez, là, cette guerre n'avait pas lieu d'être. Mais il y a en même temps une espèce de solidarité qui se fait avec les malheureux habitants du Liban Sud, qui vont dans un spectacle absolument dantesque. 300 000, 400 000, 500 000 fuir les bombardements et s'installer dans les rues de Beyrouth, mais avec une générosité libanaise aussi qui consiste à ouvrir les portes des appartements, des hôtels, des écoles dans certaines régions pour abriter ceux qui ont été des déplacés, des réfugiés internes du Liban. Mais sur le plan politique, cette guerre n'a pas été accrédité par le leadership libanais autre que chiite. Et il semble même, c'est un secret de polichinelle, que l'allié du Hezbollah au Liban, qui est Nabi Berri, qui est le chef du parti Amal, lui-même a traîné les pieds. Et à un moment donné, le Hezbollah, et c'est peut-être là la symbolique de la défaite, à partir de septembre, 27 septembre, cessez le feu. Le Hezbollah dit j'accepte un accord, qu'un accord soit mis en place, qui va préfigurer le retour de la fameuse 1701 dont nous parlions tout à l'heure et son application aujourd'hui, va dire nous allons confier à notre allié stratégique, le président du Parlement libanais et le chef du parti Amal, M. Nabi Berri, le soin de nous représenter dans les négociations indirectes, il faut bien ajouter indirectes, avec Israël, par l'intermédiaire de M. Hochstein dans un premier temps et par l'intermédiaire de Mme Octagus, comment elle s'appelle aujourd'hui, qui est la sous-secrétaire d'État américaine qui négocie la situation au Liban Sud pour le compte des États-Unis. Voilà. Donc le Hezbollah se positionne en retrait, dit accepter les modalités du cessez-le-feu, qu'il a signé, pas lui, mais son représentant, de manière contrainte pour mettre un terme au malheur de la population, il faut dire les choses comme elles sont aussi, et en même temps dit, écoutez, si les choses continuent comme cela, si l'accord n'est pas véritablement réalisé sur le terrain, en d'autres termes, si Israël ne se retire pas, parce qu'en plus Israël a occupé des points supplémentaires dans cette attaque enclenchée à partir de septembre, s'il ne se retire pas de tout ça, nous allons reprendre notre droit, nous allons revenir à notre droit à résister à l'occupation et entreprendre de nouveau des actions de résistance. Mais ceci reste à voir. C'est une manière de s'exprimer plus qu'une manière d'agir. Pour terminer, essayons peut-être un peu de se projeter dans l'avenir. Quels sont, selon vous, les facteurs et les acteurs qui pourraient favoriser une stabilisation du Liban ou au contraire un accroissement des tensions ? Écoutez, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, c'est extrêmement difficile à voir. Parce que ce qui s'est passé de majeur, si on veut sortir un peu du seul cadre libanais et ne plus se focaliser uniquement aussi sur Gaza, c'est un véritable tremblement de terre. Il se passe à Damas. C'est la disparition du régime
du président Assad. Alors, j'aurais dû dire des régimes présidentiels d'Assad, puisque depuis 1970, Assad père et fils, hein, jusqu'au 8 décembre 24 sont véritablement en position dominante avec le parti Baas, avec toutes les exactions que l'on connaît. Là, la situation est ouverte. Il y a certainement quelqu'un qui s'appelle Ahmed El-Shara qui est en position dominante de pouvoir, mais de grandes questions se posent concernant sa légitimité, son effectivité de la maîtrise du terrain. Il y a des Américains en Syrie, il y a des Turcs au nord de la Syrie, il y a des Israéliens qui ont profité aussi de cette chute du régime d'Assad pour occuper encore un peu plus d'espace au Golan, et notamment le mont Hermon, qui véritablement est un promontoire absolument extraordinaire sur 360 degrés, hein, qui contrôle toute la région. Et on peut voir tout le Moyen-Orient véritablement dans son extension et certainement stratégiquement à partir d'opérations, d'instruments sophistiqués, on peut effectivement dominer stratégiquement aussi et militairement la région. Bon, quid de la Syrie? Quid de la Syrie et quid si le gouvernement El-Shara n'arrivait pas à maintenir son emprise, hein? Deuxièmement, que dira la Turquie? Est-ce que la Turquie va rester les bras croisés? Troisièmement, quelles sont les intentions d'Israël? Israël entend véritablement... Quand vous êtes sur les hauteurs du Golan, conquises notamment après cette espèce de portion de territoire au Golan qui a été acquise depuis la chute du gouvernement, vous êtes à 22 km de Damas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, à vol d'oiseau, on est à 22 km. Bon. Donc, deux acteurs sécuritaires, stratégiquement importants, majeurs, que sont la Turquie et la Syrie, vont participer ou non, c'est là les facteurs et les acteurs, vont participer ou non à la stabilisation syrienne. On sait que l'Arabie saoudite, au vu de ces transformations, est sortie de sa réserve. Elle était totalement absente. Elle n'était plus sur le radar politique depuis que le Hezbollah gouvernait le Liban. Il n'était pas question de contribuer de quelque manière que ce soit, financière ou militaire, à un Liban sous contrôle du Hezbollah. Et maintenant, les perspectives s'ouvrent et vous avez un pouvoir, pour parler sur le plan communautaire, sunnite, qui est revenu en Syrie, et donc proche du sunnisme et du gardien du sunnisme dans la région qu'est l'Arabie saoudite. Et là, les Saoudiens se disent, nous avons une possibilité d'avancer. Vous avez remarqué comme moi que lors de la visite de Donald Trump en Arabie saoudite, il y a eu cette demande du prince héritier MBS, pour ne pas le nommer, ou pour le nommer comme on le nomme, hein, qui a demandé à Donald Trump de lever les sanctions sur la Syrie, ce qui a été fait, de recevoir en Arabie saoudite M. El-Shara, qui s'est rendu en Arabie saoudite, qui a serré la main à M. Donald Trump, qui a dit « c'est formidable, ce jeune homme, un peu de manière exagérée à la Trump, hein, ce jeune homme est formidable, il a tous les... » alors qu'il l'avait emprisonné, vous vous souvenez, à l'époque de l'Irak, et qu'il était à la tête le second de l'État islamique, dissident lui-même d'Al-Qaïda. Il avait trouvé extraordinaire et son leadership rayonnant. Hein, je cite, hein, je ferme les guillemets. Et donc voilà, on signe ça et on se dit que l'Arabie saoudite a un rôle à jouer, certainement sur un plan financier aussi. Donc on est sur des facteurs d'incertitude. La guerre n'est pas finie aussi, on n'en a pas parlé, les Houthis continuent à bombarder de manière alors qui fait mal quand même, hein, je veux dire. Les Américains s'en sont sortis à très bons frais puisqu'ils ont négocié un cessez-le-feu avec les Houthis, mais tous les jours, les vols en provenance ou au départ, enfin, si vous voulez, ou à l'arrivée de l'aéroport de Ben Gurion sont bloqués, suspendus par intermittence. Alors si effectivement les coûts ne sont pas stratégiquement importants, ils sont sur un plan de désorganisation de la vie civile
pour une population qui est depuis, si on calcule bien, octobre 2023, nous allons arriver à octobre bientôt 2025, donc plus d'1 an et demi en guerre. Hein, je veux dire, c'est une armée fatiguée, c'est une population fatiguée. Voilà. Donc, on arrive dans ce contexte où les facteurs d'incertitude sont multiples. Je voudrais ajouter un facteur d'incertitude aussi qui est extrêmement grand et qui ne vient pas de la politique étrangère de l'État d'Israël, notamment de sa politique militaire, mais des divisions internes qui sont en train de s'accroître entre des stratégies de libération d'otages qui sont énoncées verbalement mais qui n'ont aucun effet sur le terrain, des divisions concernant l'avenir de la colonisation de la Cisjordanie et des alliances internes dont on ne voit pas effectivement aujourd'hui comment elles peuvent se faire sur des modalités de sortie de crise qui ne seraient pas uniquement on continue, la guerre ne peut pas s'arrêter. Alors si on revient un instant au Liban, et ce sera vraiment la toute dernière question, peut-être un mot sur la FINUL, puisque là il y a aussi des échéances à venir très prochainement. Alors, la FINUL joue un rôle extrêmement important. Elle le joue, alors, depuis la résolution 425, mais là, il faut revenir à 1978, au moment où la FINUL est installée. La FINUL joue un rôle fondamental. Alors, pourquoi je le dis? Pas tellement sur le terrain, parce que c'est une force d'observation et de maintien de la paix. Oui, c'est rare d'entendre ça, je dois dire. En général, on dit que la FINUL ne sert pas à grand-chose. Donc, quand on a un interlocuteur qui nous dit qu'elle est fondamentale, on a envie de comprendre pourquoi. Alors, je suis l'auteur, j'allais dire, d'une vision de la FINUL et qui est plus symbolique, mais vous allez voir un symbolisme extrêmement fort qu'effectif sur le terrain. Quand vous avez un pays qui est en voie de disparition, de délitement, le fait d'installer une force et de dire elle va maintenir la situation ou contenir les actions des uns et des autres dans la guerre, c'est une manière, c'est ce que j'appelle une fiction juridique de reconnaissance d'un État qui n'en est plus un. Et je trouve que cette force de la FINUL, qui est là depuis 1978, joue en faveur de l'existence d'un État libanais dont beaucoup ont mis en doute l'existence précisément. Oui, et le « i » de FINUL veut dire intérimaire, donc c'est de l'intérim qui dure. Hein. Absolument. C'est de l'intérim qui dure, mais là, aujourd'hui, la mission est intéressante. Alors, beaucoup souhaitent au sein du Conseil de sécurité, mais pas tous, que la FINUL soit dotée d'une espèce de compétence un peu plus offensive. Donc on passerait du peacekeeping au peace enforcing, donc d'imposition de la paix. Je ne pense pas que ça va se faire. Mais dans le cadre du nouveau dispositif mis en place par la 1701, c'est-à-dire par la résolution qui prévoit le retrait qui fait qu'aujourd'hui la 1701 a une fonction de supervision du retrait des armements du Hezbollah dans le Liban Sud et qui reprend des résolutions qui sont la 1680 et la 1559 qui disent, mais au fond, de l'ONU aussi, qui prévoit le retrait de toutes les armes, de toutes les milices. Alors, cette fois, la mise en place de la 1701 prévoit nommément les instances qui seront susceptibles de porter des armes. C'est pour empêcher le Hezbollah de dire « écoutez, moi je suis une résistance adoubée par l'État, donc je suis une force légale ». Et là, on est entré dans les détails. L'armée, les forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie et la FINUL sont les seules forces reconnues comme étant des forces militaires aux ordres de l'État libanais et susceptibles de réaliser ce ramassage des armes. Donc la FINUL joue un rôle important dans le cadre de ce comité qui a été prévu, renforcé, qui est constitué de 5 représentants. La France fait partie de ce comité, les États-Unis qui le chapeautent et qui le patronnent, le Liban, Israël et la FINUL. Donc la FINUL est partie intégrante d'un dispositif sécuritaire de première importance pour l'avenir de la stabilité. Il n'y a pas de résolution du conflit politique en tant que tel, mais au moins, si cela peut marcher, il y a la mise en place d'un dispositif de plus en plus concret de stabilisation de la situation au Liban Sud
qui est véritablement l'introduction à la stabilisation de la situation sur l'ensemble du territoire libanais. Joseph Maïla, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast et d'avoir terminé sur une note un petit peu optimiste, alors qu'on voit souvent cette région à travers des lunettes bien sombres. Chers auditeurs, je vous recommande vivement de lire l'article de Joseph Maïla intitulé « Liban 2025 à la croisée des guerres » qui paraîtra dans le numéro d'été de la revue Politique étrangère. Par ailleurs, n'hésitez pas à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.